L'automne est là et avec lui arrive une belle récolte de fruits et de légumes de saison. Que vous soyez simple consommateur, débutant en jardinage ou potagiste expérimenté, cette vidéo vous guidera dans la gestion de vos produits d'automne pour vous assurer une alimentation saine et durable tout au long de la saison froide et plus longtemps si besoin. Je vous propose de partager avec vous nos méthodes pour atteindre l'autonomie alimentaire en automne. Je vous donnerai quelques astuces pratiques pour gérer vos achats afin de bien remplir votre garde-manger et de tenir jusqu'au printemps prochain, même si vous n'avez pas de jardin. Et si, comme nous, vous avez la chance de produire votre propre alimentation, nous verrons ensemble comment récolter vos légumes au bon moment, les préparer pour le stockage et choisir les meilleures techniques de conservation pour prolonger leur durée de vie. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite, enfin juste après le générique. L'automne est une saison de transition où la nature commence à ralentir et se prépare pour l'hiver. C'est donc le moment parfait pour récolter tout ce que vous avez semé au printemps ou en été, si vous avez la chance de posséder un jardin. Mais aussi pour cueillir des produits sauvages, comme les champignons, les fruits, les baies, et d'acheter à des petits producteurs locaux des produits de saison à prix intéressant. Bien récolter, cueillir ou acheter, puis stocker vos fruits et légumes dans des conditions optimales, vous permettra de maintenir une alimentation saine, durable et autonome pendant les mois froids. Cela vous évite également de dépendre d'un approvisionnement hebdomadaire, par exemple, toujours moins résilient qu'un stock tampon. En ce qui nous concerne, nous cultivons un potager depuis 4 ans et nous approchons déjà considérablement de l'autonomie alimentaire. Nous habitons en Normandie, environ sur le 50e parallèle nord, sous un climat océanique, humide et frais. Si vous bénéficiez d'un climat plus ensoleillé, vous récolterez sans doute des fruits et légumes un peu différents et surtout décalés dans le temps. Mais le principe reste le même. À notre latitude, une serre est plus ou moins indispensable, même en été, pour produire des légumes de régions chaudes, a fortiori en automne. Nous y trouvons maintenant les dernières cultures amatrices de chaleur qui continuent souvent de produire un peu jusqu'au gelé, même au ralenti. Des tomates, des aubergines, des courgettes et aussi des herbes aromatiques, de la roquette, des salades, des patates douces. Nous les consommons uniquement en frais maintenant pour en profiter jusqu'au bout. L'essentiel de la récolte a déjà été transformé et stocké, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo qui est consacrée à l'autonomie alimentaire en été. Et d'autres cultures qui apprécient la fraîcheur et supportent bien les jours courts apparaissent maintenant ou elles réapparaissent. Notamment, on trouve des légumes-feuilles, des laitues, des batavias, des chicorées. Ici, on a des frisées, des scaroles et des pains de sucre. Il y a des épinards, des mâches, puis des blettes aussi. Alors, elles ne supportent pas la chaleur, mais ici, vu les températures estivales, poussent souvent toute saison. Alors, on les a, mais on les avait avant déjà. Les poireaux aussi grossissent bien. En fonction de ses préférences, on peut les consommer jeunes ou bien attendre les premiers gels pour les consommer. Parce que le froid leur donne un goût plus sucré que nous apprécions davantage. Mais par contre, le sol doit rester meuble. Si le gel durcit en profondeur, on les sortira qu'avec un marteau-piqueur. En cette saison, on peut compter sur les choux de différentes sortes. Et puis les légumes racines rapportent bien aussi. Les navets, les radis d'hiver, les carottes, les panais, les topinambours, les poires de terre, etc. Dans l'ensemble, on peut les laisser en terre une grande partie de l'hiver. Autant les préserver pour les jours moins fastes. Mais une protection hivernale peut s'avérer nécessaire pour gagner les quelques degrés qui les mettront hors gel. En pleine terre, les végétaux qui occupent le terrain depuis des mois arrivent aussi à maturité. Les courges, les oignons d'hiver, le maïs, les dernières légumineuses, les pommes de terre de conservation sont récoltées à la fin de l'été ou au début de l'automne, quand les feuilles commencent à jaunir. Chez nous, nous cultivons des binches et des charlottes dans cette optique. Le sucre qu'elles contenaient s'est transformé en amidon et la peau s'est épaissie. Celles qu'on récolte en automne peuvent se conserver plus ou moins bien, jusqu'à la saison nouvelle. Pour les courges, nous avons des potimarrons, des butternuts et des patidous. Il faut attendre que le pédoncule s'assèche et devienne liégeux et que la peau soit dure sur les butternuts et les patidous, mais même sur les potimarrons, il faut qu'elle s'épaississe. Mais surtout, il faut les cueillir avant les premières gelées pour éviter que la chair ne pourrisse. Le maïs doux, lui, se cueille quand les soies, vous savez, les filaments fins qui se développent dans les épis, commencent à brunir. Les grains sont alors développés, colorés et tendres. Le verger rapporte aussi les dernières grammes de raisin, des pommes, des poires, des coings. Certains d'entre eux continuent à mûrir après la cueillette. Les pommes, les poires et les coings dans une moindre mesure. Les poires, notamment, pourrissent facilement par l'intérieur quand on les a cueillis déjà mûrs.
Dans la nature aussi, l'automne est une saison généreuse. On trouve des noisettes, des noix, des mûres, des châtaignes, des champignons. En forêt, l'automne, c'est de loin la meilleure saison pour la collecte des champignons sauvages. On trouve des cèpes, des chanterelles, des trompettes de la mort, des girolles, d'autres champignons comestibles. Comme au même moment, les poules pondent abondamment dans les basses-cours, on peut se procurer d'excellentes omelettes à peu de frais. Mais attention, la cueillette des champignons nécessite une grande prudence. Assurez-vous de bien connaître les espèces comestibles, ou mieux encore, cueillez-les avec un expert. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à les faire vérifier avant de les consommer. Les châtaignes sont une autre production saisonnière typique. C'est mieux de les consommer rapidement après la récolte, mais on peut tenter de les stocker sans transformation, dans un endroit frais et sec. Mais bon, elles perdent vite de leur moelleux quand même. Le mieux, c'est de les stériliser en bocaux, de les congeler si on a du surplus. Ou bien alors, de les glacer au sucre. Ou conserver dans de l'alcool, c'est bien aussi. En forêt et dans les haies, on trouve aussi des fruits qui sont plus ou moins intéressants, mais pas négligeables. Des mûres, des baies de sureau, des baies de genévrier, des senelles, des cynorrhodons, des nèves, des sorbes, des pommes et des poires sauvages, des faînes, des glands. Ça dépend de votre territoire. De nombreuses recettes traditionnelles montrent comment en tirer parti. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Mais attention, la cueillette suppose de respecter certaines règles. D'abord, il convient d'éviter la pollution. Et donc, de ne pas prélever au bord des routes ou sur les chemins bordant des cultures de pesticides, et prélever à une certaine hauteur pour éviter que des animaux comme les renards, par exemple, aient uriné dessus. Ensuite, il faut être absolument certain d'avoir identifié la plante. Sinon, on s'abstient de l'accueillir. Chaque année en France, les centres antipoison reçoivent entre 6 et 7 000 appels pour des intoxications par des plantes. La plupart, heureusement, sont bénignes, mais les risques d'empoisonnement graves existent. Au début, il faut apprendre en se faisant accompagner par un connaisseur en botanique. Pensez aussi à bien vérifier la législation sur la cueillette en forêt. En France, par exemple, la cueillette est une tolérance, pas un droit. Dans le domaine public, certaines zones sont protégées et des autorisations peuvent être nécessaires. Généralement, quand les parcelles sont ouvertes au public, en l'absence d'affichage encadrant les récoltes, on vous dira rien. Mais sur les terrains privés, l'autorisation du propriétaire s'impose. Par ailleurs, veillez à ne pas cueillir plus que de raison pour ne pas perturber l'écosystème local. Prendre sa part, c'est sympathique, mais laissons la leur aux autres cueilleurs, humains et animaux sauvages surtout, qui en ont besoin plus que nous. Et renseignons-nous aussi sur l'état de la ressource avant de prélever. Il ne faut pas toucher aux plantes rares. Prédation, oui. Déprédation, non. Si vous ne cultivez pas vous-même ou si vous ne trouvez pas tout ce que vous cherchez dans la nature, les maraîchers locaux restent une excellente alternative pour acheter des produits d'automne de qualité. C'est bien quand même de privilégier les circuits courts et les producteurs locaux. On peut acheter directement aux fermiers ou dans les magasins de Cavor. Ça permet de garantir la fraîcheur des produits et de soutenir l'activité locale. Selon les territoires, c'est plus ou moins facile, d'accord. Mais je pense que l'offre cherche à apparaître un peu partout. Et si on veut la trouver, par exemple, en cas de rupture de la normalité, il faut la faire vivre avant. Donc, personnellement, nous pensons qu'acheter ce que nous ne produisons pas à des artisans locaux, ça fait partie de l'autonomie. Que l'autonomie, c'est pas l'autarcie, ça se dessine à l'échelle d'un territoire, pas sur une propriété individuelle. Une fois que vous avez vos produits récoltés ou achetés, il est essentiel de les stocker correctement pour qu'ils se conservent au mieux pendant l'hiver. Il faut d'abord les trier pour retirer tous ceux qui sont abîmés, grignotés par des prédateurs, tachés, moisis, etc. Généralement, ceux-là, on peut les consommer rapidement en coupant les parties atteintes. Chez nous, le fait de les cultiver sous bâche et de les ramasser à la main, sans outils, ça permet d'éviter de nombreuses blessures aux tubercules. Par contre, ça favorise les rongeurs, qui n'hésitent pas à les grignoter. Et aussi, si certaines pommes de terre ont verdi, elles sont devenues toxiques, il faut les jeter. Ensuite, il convient de laisser sécher ces légumes au soleil. Alors le soleil, chez nous, on le fait plutôt sur le sol de la serre ou de la véranda, parce qu'il faut les abriter de la pluie avant tout. On peut les brosser pour retirer la terre qui les souille, mais surtout, il ne faut pas les laver à ce stade, parce que l'humidité les fait pourrir. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de les stocker de façon à ce que l'air puisse bien circuler. On les met dans des cagettes superposées ou dans des filets qui sont posés sur des palettes, par exemple, plutôt qu'entassés directement sur le sol. Nous aimons bien les cagettes. Nous les remplissons à demi et nous les secouons délicatement à intervalles réguliers pour ventiler nos légumes et surveiller aussi qu'ils ne se tachent pas. Quand ça arrive, nous retirons les mauvais produits
pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Ainsi, une partie de la récolte automnale peut passer des mois dans un cellier frais, sombre et plus ou moins sec. Mais attention, hein, on ne peut pas tout mettre ensemble. Certains fruits, comme les pommes et les poires, émettent un gaz qui accélère la maturation des autres fruits et légumes. Il est donc préférable de les stocker séparément des produits sensibles. Nos arbres fruitiers sont trop jeunes pour produire une abondante récolte. Et nous avons choisi de transformer notre excédent sous forme de compote, de fruits stérilisés en bocaux avec ou sans sirop et de jus aussi. Mais quand nous disposerons de quantités plus importantes, nous les entreposerons dans un endroit frais, idéalement entre 0 et 4 degrés Celsius et avec une forte humidité. L'humidité, chez nous, c'est facile à obtenir. Par contre, traditionnellement, la température idéale était atteinte dans des caves voûtées en pierre avec un sol battu. Nous, notre maison a été construite en parpaing sur une chape de ciment et elle n'offre pas un environnement adapté. Peut-être que la vôtre non plus. Nous utiliserons probablement un autre bâtiment extérieur que nous équiperons d'un garde-manger grillagé comme celui que nous avons fait pour nos courges. Les pommes et les poires ne sont pas les seuls mauvais compagnons au cellier. Pour des raisons comparables, les oignons et les pommes de terre doivent être stockés séparément pour éviter qu'ils ne dénaturent le goût l'un de l'autre ou qu'ils accélèrent son pourrissement. Sinon, ils apprécient les mêmes conditions, des températures fraîches, de l'humidité et de l'air. Les rongeurs ne s'attaquent pas aux oignons, mais aux pommes de terre, si. Heureusement, chez nous, les chats surveillent régulièrement cet espace. Les oignons et les pommes de terre attendent donc dans des parties distinctes et bien ventilées du garage. Et ils attendent d'être réunis dans une casserole où ils se valoriseront mutuellement, là, maintenant, après. Nos courges, par contre, hivernent dans le cellier, dont la température oscille entre 10 et 15 degrés Celsius. Elles sont placées dans un meuble grillagé, construit exprès pour elles, sur des claies qui laissent bien circuler l'air. Pour assurer la soudure avec la fin du printemps suivant, le stockage sans transformation ne suffit pas toujours, même pour les légumes coopératifs, comme les pommes de terre. En fin d'hiver, comme nous nous refusons à les saupoudrer d'antigerminatifs, nos tubercules commencent à germer et à se flétrir. Plutôt que de les laisser évoluer, nous recourons aussi à des techniques qui prolongent la conservation naturelle. La stérilisation par la chaleur en bocaux scellés, la congélation, le séchage, la lactofermentation, la confiture, la macération dans de l'alcool. Si ces méthodes de conservation ménagère vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Nous projetons une série de vidéos sur ces sujets.